Et si le véritable pouvoir se mesurait à l'intensité du silence et non à l'éclat des armes? Imaginez un instant un pays où l'autorité suprême ne s'affiche pas à coups de défilés militaires, où la force réside dans l'invisible plutôt que dans le spectacle. Et si, dans le tumulte de l'Afrique de l'Ouest, la puissance d'un chef se reconnaissait à la sobriété de sa garde, à la pudeur de ses gestes, à la discipline de ceux qui l'entourent? Autour du capitaine Ibrahim Traoré, la protection défie tous les codes connus. Nul cortège clinquant, nul uniforme éclatant, nulle parade tapageuse ne signale son passage. Au contraire, la sécurité avance masquée, telle une ombre fidèle, insaisissable et omniprésente. Dans la chaleur poussiéreuse de Ouagadougou, la capitale, la présence de ces hommes se devine à peine. Ils glissent parmi la foule, anonymes, effaçant chaque trace de leur passage, leur démarche calculée, chaque regard précis. Ils sont là, partout, et nulle part à la fois. On les appelle à voix basse, presque avec crainte, les sentinelles. Pourtant, parmi la population, aucun insigne, aucun nom ne trahit leur existence. Leur anonymat est leur première arme. Ils n'ont ni galon, ni fanion. C'est dans l'ombre qu'ils forgent leur autorité. Leur présence ne se devine qu'à la tension dans l'air, à la façon dont les regards s'accrochent puis se détournent, à la crispation discrète d'une silhouette attentive à l'angle d'une rue, à la palpitation de la foule lors d'un rassemblement public. Ce silence n'est pas vide. Il pèse de tout son poids. Il protège, mais il interroge aussi. Dans l'histoire des grandes figures africaines, la question de la garde rapprochée a toujours été centrale. De Thomas Sankara à Nelson Mandela, la protection du leader cristallise les ambitions, les peurs, les trahisons. Qui ces hommes servent-ils vraiment? Défendent-ils la liberté d'un homme ou, dans l'ombre, réinventent-ils la définition même de cette liberté? Dans un pays forgé par la défiance et la mémoire des nombreuses trahisons, souvenons-nous que le Burkina Faso a connu plusieurs coups d'État en moins de 40 ans, chaque geste, ou même son absence, devient un message. La loyauté ne se proclame pas. Elle se vit dans la poussière, la ferveur et l'attente. Le silence, plus qu'une barrière, devient la doctrine secrète du pouvoir. C'est un langage codé, transmis de génération en génération, qui distingue l'ami du traître. Mais cette discrétion extrême est un risque en soi. Si la garde invisible faiblit, ou si sa perfection devient un mur infranchissable, alors tout pourrait basculer. La révolution, la souveraineté, l'espoir d'un Burkina Faso maître de son destin. Jamais la frontière entre protection et isolement n'a semblé aussi ténue. Rappelons-nous les derniers jours d'Amilcar Cabral, ou l'ombre qui planait autour de Patrice Lumumba, pour comprendre à quel point la ligne est fine entre la vigilance salvatrice et la paranoïa destructrice. Pour comprendre jusqu'où va ce pacte silencieux, il faut plonger dans ses origines. Qui sont ces hommes de l'ombre, et quelle foi les anime? Sont-ils nés du même creuset que ceux qui ont protégé Kwame Nkrumah, ou ont-ils forgé leur propre voie à travers les épreuves spécifiques du Sahel? D'où viennent ces hommes sans nom, et que protègent-ils vraiment? Leur présence ne ressemble ni à celle d'une armée, ni à celle d'un service secret traditionnel. C'est une architecture de la survie, bâtie dans l'ombre autour du capitaine Ibrahim Traoré. Dans le Burkina Faso contemporain, leur rôle s'apparente à celui des gardiens de la révolution cubaine autour de Fidel Castro, ou des plus fidèles parmi les fidèles lors de la longue marche de Mao Zedong. Chacun dans ce cercle rapproché incarne une fonction cruciale. L'un se fond dans la pénombre, toujours à un souffle derrière le chef, prêt à neutraliser la menace avant même qu'elle ne prenne forme. Un autre est la réponse implacable, la foudre silencieuse qui frappe là où la nation vacille. Un troisième, invisible, ourdit la stratégie. Le temps et le silence deviennent ses armes les plus redoutables. On pourrait presque penser à une partition musicale où chaque note, chaque sentinelle, joue un rôle précis, sans jamais chercher la lumière. Ici, la loyauté n'est pas héritée d'un nom ou d'un grade. Elle s'est forgée dans la douleur, gravée par la poussière du Sahel, les nuits sans sommeil, les cicatrices du combat. Rien ne leur a été promis. Tout a été arraché, refus après refus, par la certitude que l'Afrique peut se tenir debout sans béquilles étrangères. Ces hommes ne sont pas issus de la grande bourgeoisie, ni de familles influentes.
Ils ont choisi la voie du sacrifice, du travail acharné, de l'anonymat. La doctrine de ces hommes est limpide. Il ne s'agit pas seulement de protéger un homme, mais d'incarner une idée. Leur mission transcende la chair. C'est la souveraineté du Burkina Faso qui pulse à travers chacun de leurs gestes. La conviction que la liberté ne se mendie pas, elle s'arrache. On retrouve là l'écho du serment des Mamelouks qui, au XIIIe siècle, juraient fidélité à leur sultan non pour l'homme, mais pour la cause incarnée. Leur formation est une épreuve de feu. Le recrutement commence dès le plus jeune âge, souvent parmi ceux qui ont déjà fait preuve de courage sur le terrain. L'entraînement mêle endurance physique, maîtrise des techniques de défense et surtout, exercice de la discrétion absolue. Le corps et l'esprit sont façonnés ensemble. La discipline n'est plus une règle, mais une seconde nature. Chaque respiration, chaque silence, chaque regard devient une prière muette pour que la vigilance ne faiblisse jamais. Ce cercle fascine autant qu'il inquiète. Leur efficacité garantit la stabilité, mais leur isolement du reste de l'armée nourrit l'incompréhension, parfois la méfiance. À force de protéger, risque-t-il de s'enfermer dans une tour invisible, coupé du peuple qu'il jure de défendre? L'histoire regorge d'exemples similaires. La garde prétorienne de Rome, les janissaires de l'Empire ottoman, ou encore la garde impériale de Napoléon, toutes ont connu leur heure de gloire, avant de devenir, parfois, une menace pour le pouvoir qu'elles étaient censées servir. Pourtant, une tension grandit. Où finit la protection? Où commence la domination? La frontière est fine, et c'est là que tout se joue. Au fil du temps, la confiance en la garde peut se muer en dépendance, et la dépendance en crainte. Il suffit d'un événement, d'une rumeur, pour que la suspicion s'immisce et fragilise l'édifice. Mais lorsque l'ombre s'étend, même les plus loyaux doivent choisir entre corps et conscience. Un détail minuscule, un mot de travers, un geste mal interprété, va bientôt fissurer l'armure de ce cercle. C'est souvent dans les moments de tension extrême que les vraies allégeances se révèlent. Rappelons-nous le destin de Sadat en Égypte, ou plus récemment, les purges internes en Corée du Nord. La loyauté absolue peut être à la fois un bouclier et une lame à double tranchant. Et si la loyauté absolue n'était pas une armure, mais une cage dorée autour du pouvoir? Autour du capitaine Ibrahim Traoré, la garde rapprochée ne se contente plus de veiller. Elle filtre, orchestre, anticipe chaque geste, jusqu'à façonner la réalité elle-même. La moindre information, le moindre contact, passe sous leur contrôle. Ce n'est plus seulement la sécurité, c'est la mise en scène totale du quotidien du capitaine. À chaque instant, la garde décide qui s'approche, qui parle, et ce que le capitaine doit savoir ou ignorer. Leur vigilance dépasse maintenant le protocole. Elle façonne une frontière invisible entre le leader et le reste du monde. C'est le syndrome du cercle du pouvoir, déjà observé sous Staline ou Kim Jong-un, où la protection devient un filtre, où la réalité perçue par le chef n'est plus celle du peuple. Peu à peu, leur loyauté devient un pouvoir silencieux. Prioriser, retenir, orienter l'information. Rien ne franchit le cercle sans leur approbation. L'accès au capitaine se fait rare, goutte à goutte, réservé à ceux que la garde estime dignes. Plus le cercle se resserre, plus il devient difficile de faire entendre une voix discordante, un avertissement, une critique constructive. Mais à mesure que la vigilance s'intensifie, le risque d'isolement grandit. En voulant prémunir Traoré du moindre danger, la garde tisse un cocon hermétique. Ce qui devait protéger peut emprisonner. Peu à peu, la frontière entre prudence et paranoïa s'efface. La moindre voix discordante devient suspecte. Ce phénomène n'est pas unique au Burkina Faso. Il a marqué tant de régimes, du Kremlin des années 50 au palais présidentiel de Mobutu. Cette discipline extrême fascine autant qu'elle inquiète. Beaucoup admirent la stabilité quasi inébranlable du système, fruit d'une confiance totale entre le leader et ses gardiens. Mais cette stabilité fait aussi craindre la dérive. Sous l'ordre parfait, toute contestation risque d'être étouffée avant même d'exister. On se souvient que les grandes dictatures du XXe siècle ont souvent débuté par la constitution d'une garde rapprochée redoutable. Le paradoxe apparaît. Une protection trop accomplie peut couper le capitaine de son peuple.
La loyauté, jadis flamme de la Révolution, pourrait devenir l'étau qui l'étouffe. La Révolution n'a pas été faite pour bâtir des murs, mais pour ouvrir des portes. Pourtant, lorsque la garde devient l'architecte du quotidien, qui protège-t-elle réellement? Le leader ou sa propre influence? La question n'est pas anodine. Si le système se referme trop, l'indépendance rêvée se mue lentement en dépendance à l'intérieur du cercle rapproché. Le peuple, tenu à distance, risque de perdre sa voix, et la révolution, sa raison d'être. C'est le piège des révolutions trahies, lorsque la méfiance devient la règle et que la peur de l'ennemi intérieur supplante le projet initial de liberté. Jusqu'où aller? À quel moment la protection cesse-t-elle d'être un rempart pour devenir une prison? Cette ambiguïté est le prix à payer pour la souveraineté sans compromis. Chaque chef doit, un jour, choisir entre la sécurité absolue et l'ouverture nécessaire à la respiration démocratique. L'exemple du Ghana post-indépendance, oscillant entre autorité et ouverture, illustre la difficulté de cet équilibre. À mesure que la garde resserre son emprise, des tensions souterraines émergent. Certains commencent à se demander si l'essence même de la révolution n'est pas en train de se dissoudre derrière les murs du palais. La tentation du repli guette tous les pouvoirs. Rester entre soi, éviter la critique, ignorer les signaux faibles venus du terrain. Au fil de l'histoire, combien de leaders ont basculé du côté de l'isolement, croyant se protéger, pour finir par précipiter leur chute? La révolution silencieuse du Burkina Faso, modèle ou mirage? Est-ce un exemple à suivre pour d'autres nations africaines, ou un avertissement sur les dangers d'un excès de discipline? Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, une discipline muette s'est imposée en doctrine. Ici, la loyauté n'est pas un mot d'ordre. Elle devient rempart, scellant la promesse d'une souveraineté née des tripes, sans béquilles étrangères. C'est tout un continent qui observe, s'interroge et parfois s'inspire de ce modèle singulier. À mesure que les victoires contre l'insécurité s'accumulent, l'aura du Burkina Faso franchit les frontières. À Bamako, à Niamey, à Accra, à Abidjan et au-delà, des esprits s'interrogent. Faut-il imiter cette alliance de défiance et de silence? Pourtant, chaque progrès nourrit la suspicion internationale. Comme si la résolution de Traoré inquiétait davantage que 1000 discours enflammés. Les grandes puissances s'inquiètent de voir surgir une Afrique qui n'attend plus l'aide extérieure pour se défendre. Mais derrière cette forteresse de fidélité, une énigme demeure. Comment transformer une discipline forgée dans l'urgence, parfois dans la solitude, en institution durable? L'Afrique a vu s'éveiller tant de mouvements dans l'ardeur, puis s'éteindre dans l'isolement, incapables de transmettre leur flamme à la génération suivante. Le vrai défi se dessine là. La doctrine Traoré peut-elle s'élargir d'un cercle d'initiés à une confiance partagée par tout un peuple? Si elle reste l'affaire d'une élite soudée, elle risque de s'effondrer avec son créateur. Mais si elle sème la confiance, non plus envers un homme, mais envers une vision commune, le Burkina Faso pourrait baliser la route vers une Afrique réconciliée avec elle-même, maîtresse de son destin. Ce fut le pari de Julius Nyerere en Tanzanie, du temps de l'Ujamaa, ou de Sékou Touré en Guinée, avec des fortunes diverses. Pourtant, chaque victoire isole un peu plus. Chaque soupçon de trahison referme le cercle. La doctrine, si elle se replie, périra avec ses bâtisseurs. Mais si elle s'ouvre, elle pourrait inspirer un continent à redéfinir la souveraineté, non par la peur, mais par la foi en ses propres forces. C'est le rêve de tous les peuples colonisés. Retrouver la fierté d'une indépendance assumée, sans pour autant tomber dans la fermeture. La question reste brûlante. Comment passer d'un contrôle absolu à une liberté réelle? Comment préserver l'esprit de vigilance sans que la protection ne se mue en prison? L'équilibre est fragile, entre l'unité vitale et le risque de l'isolement. Les exemples historiques abondent. La Yougoslavie de Tito, l'Algérie post-indépendance, le Zimbabwe de Mugabe, tous ont cherché, parfois sans succès, cette alchimie délicate. À l'heure du choix, la suite dépend d'une alchimie subtile. Ouvrir la porte sans baisser la garde. Mais le Burkina Faso osera-t-il franchir ce seuil sans renoncer à son âme? Les prochaines années seront décisives.
le pays pourra-t-il inventer des mécanismes institutionnels pour que la vigilance de quelques-uns devienne la maturité de tous? La discrétion, simple façade ou véritable clé de l'indépendance? Dans l'ombre, une révolution silencieuse s'organise autour du capitaine Ibrahim Traoré. Ici, la force ne s'exprime pas dans le fracas des armes, mais dans la discipline et la fidélité totale d'hommes et de femmes invisibles. La discipline, longtemps perçue comme une entrave militaire, se transforme en socle d'une souveraineté nouvelle. Pour ces sentinelles de l'ombre, obéir ne signifie pas céder, c'est choisir, chaque matin, de faire passer la mission avant tout, de placer l'intérêt collectif au-dessus de soi. Cette loyauté muette, répétée jour après jour, tisse une confiance patiente, essentielle à la conquête de l'indépendance. Mais une fidélité sans confiance bascule vite dans la suspicion. Autour de Traoré, la vigilance se fait extrême, parfois jusqu'à la paranoïa. Trop souvent, l'histoire du Burkina Faso s'est écrite à l'encre de la trahison. Pour éviter que la protection ne devienne une cage, il faut apprendre à équilibrer la méfiance par une ouverture maîtrisée. Transmettre la confiance, c'est préparer la relève, donner à la nation la possibilité de grandir plus vite que ses peurs. La souveraineté véritable ne se limite pas aux murs d'un palais, ni à l'enceinte d'un cercle rapproché. Elle commence par la capacité à se défendre seule, à ne pas implorer le secours de l'étranger, mais doit s'étendre à chaque citoyen, à chaque village, à l'ensemble du pays. Cette doctrine, née dans la douleur et le feu, enseigne que la vraie liberté exige une discipline partagée, un courage de ne jamais baisser la garde face au péril. Pourtant, ce modèle n'est pas sans risque. Certains y verront une voie à suivre, d'autres redouteront l'émergence d'un système trop fermé, où la discipline se change en suspicion, et où chaque silence inquiète. L'enjeu, c'est l'équilibre. Protéger sans isoler, bâtir la confiance sans sacrifier l'ouverture dont la démocratie a besoin pour respirer. Pour illustrer la complexité de cet équilibre, prenons l'exemple du Botswana, qui a su bâtir une démocratie stable sans tomber dans l'autoritarisme, en favorisant la transparence des institutions et le dialogue constant entre le pouvoir et la société civile. À l'inverse, des pays comme l'Érythrée ou l'Éthiopie ont souvent oscillé entre ouverture et fermeture, avec des conséquences variables sur la cohésion nationale et l'efficacité du leadership. Au bout du compte, la question n'est plus simplement « qui protège le pouvoir ?», mais bien « que protège ce pouvoir et au nom de qui ?» Tant que la réponse sera claire et partagée, le système tiendra. Mais si la confusion s'installe, si la garde protège avant tout ses propres intérêts, alors la tension deviendra insoutenable. Mais derrière cette discipline, une tension sourde persiste. Que se passe-t-il lorsque la vigilance devient son propre adversaire? Lorsque le cercle de la protection devient si étanche qu'il enferme le leader dans une réalité parallèle? Pour éviter ce piège, certains pays ont mis en place des mécanismes de contre-pouvoir, comme les comités consultatifs populaires, les audits citoyens ou les médias indépendants. Le Burkina Faso pourrait s'en inspirer. Imaginez des canaux de dialogue direct entre le chef de l'État et les représentants du peuple, ou instaurer des rotations régulières dans la garde rapprochée pour éviter la cristallisation des pouvoirs. Et vous, jusqu'où iriez-vous par loyauté? Seriez-vous capable de faire taire votre nom, de marcher dans l'ombre pour servir une cause qui vous dépasse? Ou redouteriez-vous, au fond, que cette fidélité totale ne devienne une cage, étouffant jusqu'à votre propre rêve de liberté? Au Burkina Faso, la protection du capitaine Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple dispositif de sécurité. Elle incarne la frontière mouvante entre promesses et menaces, entre l'espoir d'une souveraineté authentique et la peur de tout perdre. Par la discipline de ses gardiens, ce n'est pas seulement un homme qui est protégé, mais la possibilité même d'une Afrique indépendante, une indépendance patiemment forgée, sans appui extérieur, dans la douleur et le courage. Mais cette révolution muette pose une question vertigineuse. Jusqu'où peut-on tendre la corde de la loyauté avant qu'elle ne rompe? Quand l'exigence de perfection devient règle, le risque n'est-il pas de transformer la protection en enfermement, la confiance en soupçon, le rêve en isolement? Ici, chaque respiration de la garde rapprochée est un geste politique. Leur silence est manifeste, leur vigilance promesse.
Pourtant, sous la surface apaisée, rôde un dilemme. En cherchant à bâtir un rempart sans faille, ne risque-t-on pas d'y enfermer ce que l'on voulait libérer? L'avenir de la souveraineté africaine se joue dans cette tension fragile, entre vigilance et fermeture, entre sécurité et ouverture. Le choix dépasse la personne d'un président. Il concerne un peuple entier et, par ricochet, tout un continent. Promesse ou prison? L'enjeu reste suspendu, confié à des hommes invisibles dont le silence façonne déjà le destin du Burkina Faso. La vraie puissance ne s'affiche pas. Elle circule, de regard en silence, de confiance en sacrifice. Peut-être la seule question qui importe désormais est celle-ci. Qui saura, demain, protéger cet équilibre fragile entre la liberté conquise et la sécurité retrouvée? Pour répondre à ce défi, il convient de poser quelques premières pierres concrètes. Premièrement, promouvoir la transparence institutionnelle. Cela implique d'ouvrir une partie des délibérations et décisions à des représentants du peuple, choisis par tirage au sort ou par élection, afin de garantir que le cercle rapproché ne devienne pas une bulle coupée des réalités quotidiennes. Deuxièmement, instaurer des mécanismes d'alerte citoyenne. Chaque citoyen devrait pouvoir signaler, de manière sécurisée, les dérives éventuelles ou les abus de pouvoir, sans craindre pour sa sécurité. Troisièmement, former les futurs gardiens à l'humilité et à l'écoute, et non seulement à la discipline et à la loyauté. Cela peut passer par des formations en psychologie, en communication non violente, et par des immersions régulières dans des villages éloignés de la capitale, pour garder le contact avec la vraie vie du pays. Quatrièmement, encourager la circulation des idées et des personnes au sein du cercle rapproché. À l'image de certains pays nordiques qui pratiquent la rotation des hauts fonctionnaires, le Burkina Faso pourrait instituer un système de mobilité interne, évitant ainsi la fossilisation des réseaux de pouvoir. Cinquièmement, reconnaître que la force d'une nation ne se mesure pas seulement à l'efficacité de sa protection rapprochée, mais à la capacité de chaque citoyen à se sentir responsable de la sécurité collective. L'éducation civique, la valorisation du volontariat et la promotion du débat public sont autant de leviers pour renforcer ce sentiment d'appartenance. En somme, la révolution silencieuse initiée par le capitaine Ibrahim Traoré offre au Burkina Faso une opportunité unique d'inventer un modèle inédit qui concilie discipline et ouverture, vigilance et confiance, protection et liberté. Mais la route est longue, semée d'embûches, et rien n'est jamais acquis. C'est à chaque Burkinabé, à chaque Africain, d'écrire la suite de cette histoire, en refusant de choisir entre la peur et l'espoir, en osant croire qu'il est possible de protéger sans enfermer, de diriger sans dominer, de gouverner sans s'isoler. Car au bout du chemin, la vraie souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, jour après jour, dans l'équilibre fragile entre l'ombre et la lumière, entre le silence et la parole, entre la fidélité et la liberté. Le verdict appartient à l'avenir. Mais déjà, dans le silence vibrant de Ouagadougou, un nouveau chapitre s'écrit, à l'encre des sacrifices invisibles et des espoirs partagés. La question reste ouverte, mais la promesse demeure. Un Burkina Faso, maître de son destin, protégé non par la peur, mais par la confiance et la vigilance de tout un peuple.